Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 112, et dans cette chronique, comme vous pouvez le voir sur le mur d'image, je vais traiter un petit peu du non-changement finalement, l'orientation après le général de Gaulle, dont effectivement mon maître Michel Clouscar a pu décortiquer les mécanismes de cette fameuse voie libérale pro-américaine, transatlantique, qui aujourd'hui est incarnée encore une fois dans la doxa et la praxis de M. Macron, président de la République française, et dont effectivement aujourd'hui fait face à mécontentement populaire. Alors, je considère qu'il a beaucoup de chance puisque les gilets jaunes aujourd'hui ne sont absolument pas politisés, ce qui malheureusement, bon, je ne dis pas dans le marc de café, mais qui est un des gros problèmes, puisqu'il n'y a pas à proprement dit de ciment qui permet de pouvoir unir l'ensemble de tous ces manifestants. Je peux considérer que tous les présidents qui ont suivi, à l'exception de peut-être la parenthèse des 3 ans du gouvernement socialiste de François Mitterrand, bien que lui-même, n'étant pas un vrai socialiste, a justement fait tout pour saboter une nouvelle position, une nouvelle possibilité de voir la France un petit peu avoir ce que j'appelle sa singularité. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui est finalement l'apothéose de ce que Hollande a pu être, Sarkozy par son comportement un petit peu, je dirais, instable, n'a pas pu mettre en place, et qui fait suite finalement à toutes ces évolutions du gouvernement timoré, timide, et dont je vais traiter un petit peu de la genèse de ce que j'appelle ce fameux libéralisme à la française qu'on a voulu nous vendre, et dont aujourd'hui Macron voudrait effectivement réhabiliter. Alors effectivement, la conversion au marché du parti le mieux structuré de la droite française permet de faire du libéralisme le lien entre les formations politiques qui, pour la première fois depuis la naissance de la Ve République, perdent le pouvoir. Grâce bien entendu à la politique économique menée par la gauche entre 80 et 83, donc je parlais de cette petite phase d'un essai du socialisme par la présence des communistes au pouvoir, et dont les formations de l'opposition enregistrent un afflux d'adhésion. Alors, les nationalisations qui affectent les secteurs bancaires et industriels, rappelez-vous, la fameuse réduction du temps de travail, la création de l'impôt sur la fortune, la loi Quillot, qui est en faveur des locataires, et des droits Auroux sur la représentation du personnel, et son droit d'expression dans l'entreprise provoque bien entendu un tollé à droite, plus qu'un, je dirais, véritable tremblement de terre. Alors, c'est à l'ordre constitué, ou je dirais même institué, que semble vouloir s'en prendre le pouvoir à l'UDF, rappelez-vous, parti tristement lors de sa dernière période incarné par François Bayrou, pour une girouette ne sachant où aller. Nous avons l'augmentation des effectifs, qui ne se modifie pas profondément, mais le recrutement industriel des cadres supérieurs, également de profession libérale et indépendants, demeure je dirais, représenté au sein du Centre des démocrates sociaux du Parti républicain. Également, le RPR connaît, qui allait devenir plus tard l'UMP, le RPR connaît, je dirais, une évolution plus marquée et qui le rapproche de l'UDF. Ouvriers et employés qui représentaient à l'époque 20% de ses adhérents en 77 passent à 16% en 84, et dont seulement 3% d'ouvriers, alors que le parti en revendique encore, je dirais, 11,3% en 1979. Ce qu'il faut savoir sur tout cet aspect finalement qui a mené à la politique dont aujourd'hui nous sommes victimes, c'est que l'homogénéisation sociale de la droite et la place prépondérante en son sein de représentants des classes moyennes
a eu une double conséquence. Alors, les prises de position anti-étatiques prospèrent et la grande masse des militants, souvent peu diplômés, je dirais, se laisse dessaisir de ce rôle dans l'élaboration programmatique au profit des dirigeants qui tiennent un discours conforme, je dirais, à ses intérêts, voire même à ses aspirations. Alors, la ligne à cette époque-là est clairement fixée. Deux France s'opposent et ce n'est pas du côté du service public que la droite ira chercher ses voix, bien entendu. La France de l'époque, selon le programme du RPR, est atteinte d'hémiplégie et une moitié d'elle-même est soustraite, je dirais, à tout souci de productivité, à toute exigence automatiquement de rentabilité. Et quand les Françaises produisent 2 francs, l'un de ces francs leur est aussitôt enlevé pour être affecté à la couverture des dépenses publiques et à la protection sociale. Alors les entreprises du secteur concurrentiel, les Français qui y travaillent, ne doivent plus être considérés comme, je dirais, les vaches à lait d'un immense secteur protégé. Alors, quelle que soit la formation considérée, les instances dirigeantes des partis de droite connaissent un important renouvellement au début des années 80. Soyons honnêtes, sur le plan des origines sociales, la stabilité l'emporte. Les responsables locaux et les députés se recrutent principalement dans la bourgeoisie économique, tandis que les directions parisiennes reviennent aux cadres ou aux anciens cadres de la haute fonction publique, passés par les écoles du pouvoir. Alors, en revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le plan politique, un glissement s'opère, et dont les nouveaux responsables des partis sont soit par leur formation, le plus souvent, soyons honnêtes, Sciences Po et l'ENA, fin des années 60, ou soit par leurs activités professionnelles davantage enclins au libéralisme que leurs aînés. Alors, leur socialisation politique s'est en outre, je dirais, effectuée de manière assez différente. Quand ils sont gaullistes, c'est le cas par exemple, parlons de personnalités connues, le cas par exemple d'Alain Juppé ou de Jacques Toubon, ils sont entrés dans la vie politique après la disparition du général de Gaulle. Ils sont du même coup moins attachés à l'État et plus sensibles aux revendications des entrepreneurs du privé que de leurs prédécesseurs. La nouvelle génération va connaître effectivement cette espèce d'engouement de vouloir ressembler à la marche forcée ultralibérale des pays anglo-saxons. Alors quand ils sont libéraux, leur engagement à droite a souvent débuté à l'époque du libéralisme français et des premières avancées significatives de la gauche. Par exemple, Jean-Pierre Raffarin. Donc, à moins que, comme une minorité, ils n'aient fait leur début effectivement à l'extrême droite, comme Alain Madelin et Gérard Longuet, qui ne le nient pas, ils le reconnaissent, anciens militants d'Occident, un parti dont l'organisation était, je dirais, présidée par Pierre Sidos et François Brignot, qui eux-mêmes avaient des accointances avec un passé nostalgique du général Pétain. Et donc François Brignot était un ancien milicien, me semble-t-il, si erreur n'est pas commise de ma part. Alors ces nouveaux dirigeants politiques, qu'on appelle dans les années 80 les cadets, sont ainsi souvent en première ligne pour promouvoir cette nouvelle doxa, cette nouvelle théorie venue des États-Unis et de l'Angleterre, qu'on pourrait définir comme étant le libéralisme. Automatiquement, cela va de soi et va de pair même pour rejeter toute forme d'étatisme et de louer les vertus de la révolution conservatrice américaine, chère à Ronald Reagan. Alors, nous avons effectivement des prélats à l'époque, que je parlais dans les audios précédentes, ces fameux intellectuels qui ont mis en place cette valorisation de nos, par exemple, le nom d'un personnage très connu, Guy Sorman, qui fut un essayiste et membre du parti radical valoisien, et même, je dirais, les plus anciens, ils vont couper, je dirais, réganien ou thatchérien, après avoir rencontré le président américain en janvier 1983, Jacques Chirac lui-même,
déclare devant la presse anglo-saxonne que la politique qu'il propose pour la France est, bien entendu, celle conduite actuellement en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en République fédérale allemande. Vous voyez que, quelque part, tous ces gens-là ont été responsables de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Continuons. En février 1984, face aux cadres supérieurs et aux chefs d'entreprise de l'exécutif Club de France, il réaffirme que le truc de Reagan, ça marche, et que le truc de Mitterrand, ça ne marche pas. Avant d'enfoncer le clou en septembre 1984, regardez du côté des États-Unis. Donc, finalement, au fond, nous avons eu énormément de politiciens depuis le départ précipité du général de Gaulle de la haute fonction d'État, gens qui n'ont eu de cesse que de s'aligner, d'essayer d'emprunter un modèle, je dirais, provenant des États-Unis et également de l'Angleterre. Alors la transformation des partis de droite s'accompagne du développement, premièrement, de clubs et d'associations, tandis que les députés de l'opposition organisent une véritable guérilla parlementaire. Ces clubs, ce qu'on peut appeler ces boîtes à idées, qui ne sont finalement au fond que, je dirais, des pères fondateurs des fameux think tanks, et dont, je dirais, ces boîtes à idées ont pu passer pour l'un des moyens les plus sûrs de la reconquête du pouvoir. Et de la même manière qu'ils avaient joué un rôle central pour la gauche au début de la Ve République, et la France, finalement au fond, compte rapidement plusieurs centaines d'organismes, plus ou moins, alors essayons d'être précis là-dessus, plus ou moins institués, tenant de former maillon après maillon la chaîne de la résistance à l'emprise idéologique de ce que De Gaulle avait mis en place, je dirais l'arbitrage de l'État. Alors, toutes les familles politiques de la droite s'y investissent. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis très critique à l'égard de la gauche, parce que même moi, je ne me reconnais plus de la gauche, donc je ne me dis plus de gauche, mais je pense que les espoirs qui ont été suscités justement, après de ces hommes qui n'avaient pas, je dirais, la hauteur de pouvoir diriger des idées de cette nature-là, finalement, le peuple, dans son amnésie, a oublié que une bonne partie de la situation aujourd'hui dans laquelle nous sommes était mise en place par effectivement la droite. Alors que des membres comme du Parti socialiste, tels que Mitterrand et autres, ont voulu s'aligner sur ce que j'appelle le principe de l'idéologie libérale, finalement, cette idéologie n'a pu être mise en place que à partir de Georges Pompidou, avec bien entendu Raymond Barre, Giscard d'Estaing. Et donc finalement, au fond, regardez, nous sommes revenus à une sorte de doxa politique, parce que Macron n'est absolument pas de gauche, bien que moi je ne le suis pas non plus, mais encore moins socialiste ou marxiste. Bon, alors continuons. En 1982, les nouveaux économistes réactivent ainsi l'Institut économique de Paris, et là on commence à parler de think tank, qu'ils avaient tenté de mettre, je dirais, en place, ou mettre sur pied au début du septennat giscardien. C'est là où finalement ça devient très intéressant, parce que c'est je dirais, le point d'origine où tout a commencé. Alors, ce think tank qui est lié aux principaux organismes libéraux, du même type qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, avec un comité de patronage prestigieux, et Friedrich Hayek, donc je dirais le professeur de Milton Friedman, donc de l'école de Chicago, c'est ces Chicago Boys, qu'on voit un peu apparaître partout quand il est question d'une révolution orange, plus particulièrement dans les pays de l'Est. Ben, ma foi, tout ce petit monde est élu, je dirais, comme membre au comité d'honneur, Friedrich von Hayek, et l'Institut économique de Paris abreuve hommes politiques et journalistes de notes et d'analyses, et l'objectif poursuivi par son délégué, je dirais, général, rappelez-vous, Guy Plunier, un ancien cadre international de chez Michelin, est ambitieux. Finalement, au fond, ils ont réussi à mettre les choses en place. Et ceci étant,
l'avantage, ça a été pour eux de fournir les instruments intellectuels nécessaires à l'apparition d'une nouvelle culture, après des décennies de domination presque absolue d'une pensée dirigiste, hein, incarnée bien entendu par le général de Gaulle, pensée dirigiste surannée, dont on s'aperçoit avec retard combien elle est dangereuse pour les libertés et inefficace pour la bonne marche des sociétés, selon eux. Et les nouveaux économistes publient également un bulletin, la Nouvelle Lettre, et créent un groupe de recherche, d'action et de liaison libéraux, dont cette incarnation sera, je dirais, dans sa forme d'apothéose, par l'intronisation de Raymond Barre, professeur d'économie, et qui, selon Chirac, a été le premier penseur du libéralisme français. Alors, effectivement, tout ce petit monde mène la collaboration avec des parlementaires, aussi bien appartenant à l'UDF, que ce soit François Léotard, Gérard Longuet, Alain Madelin. Dans les dîners qu'ils s'organisent, Jacques Chirac prend date, face à une machine d'État devenue folle, face à une fonction publique à la croissance monstrueuse, face à une situation déjà difficile, mais encore plus sombre pour les années à venir, puisqu'aujourd'hui nous en avons la conséquence, et que pourra, je dirais, à l'heure de l'alternance, le responsable politique qui aura la charge des intérêts du pays, il n'aura guère de choix que le libéralisme. Rappelez-vous la doxa de Léna de l'époque, quand il était question d'obtenir ce diplôme, c'était d'incarner soit la social-démocratie, soit la démocratie libérale. Il ne pouvait pas y avoir place pour une troisième voie. Donc ceci étant, on en arrive effectivement à Raymond Barre. Alors quant à Raymond Barre, redevenu le candidat préféré des intellectuels libéraux au début des années 80, il y va de sa métaphore, je dirais favorite, je cite toujours, l'éminent prédécesseur, Bastia, qui expliquait que la concurrence était nécessaire par l'apologue du bassin dans lequel se trouvaient des carpes. Les carpes risquent de prendre un goût de vase si l'on n'y introduit pas un brochet, et je crois que de temps en temps il faut introduire le brochet, que la concurrence internationale, pour que nos carpes nationales perdent le goût de la vase. Vous voyez un petit peu la métaphore de ce sinistre cire, mais enfin bon. Alors nous avons aussi ce que j'appelle une nouvelle conception qui apparaît dans certains cercles, qui s'appelle le clubisme. Alors comme mode de socialisation politique, indépendamment, je dirais, de l'État, et comme accumulateur d'idées, et fait partie intégrante de la stratégie de la droite pour conquérir le pouvoir culturel, car méditant effectivement Antonio Gramsci ou Mao Tse-tung sur la fameuse dimension culturelle. Et les clubs permettent de faire participer au débat politique des individus rétifs à l'engagement partisan, tout en les maintenant dans l'orbite des partis. Ils contribuent, je dirais, à la construction d'un sens commun libéral et tiennent souvent des discours radicaux propres à mobiliser ceux qui entrent dans la vie politique après 81, sans que pour autant les partis aient automatiquement à les assumer. Et nous en arrivons effectivement à la division du travail entre clubs et partis, prendre des formes très diverses, d'où l'apparition également de l'associatif. Et certains clubs sont étroitement liés à un appareil partisan, à une personnalité comme les Giscardiens, dans le cadre de l'université ce fut l'UNI. Et finalement, au fond, il y a des perspectives et des réalités où le Chiracien Club 89, fondé en 81 par Michel Aurillac, Nicole Catala et Alain Juppé. D'autres sont, je dirais, des interpartis, à l'image du Club de l'Horloge, dont aujourd'hui nous retrouvons effectivement, ils ne s'en cachent pas, des gens comme Henri de Lesquin, qui se prétend aujourd'hui national libéral, mais qui a bien effectivement fait partie de toute cette gabegie et qui aujourd'hui crache dans la soupe. Bon, soyons honnêtes, Mélenchon n'a pas fait mieux également dans ses 30 ans d'exécution au sein du Parti socialiste. Aujourd'hui, lui-même crache dans la soupe. Alors, pour revenir au Club de l'Horloge, dont Yvan Blot est le chef de cabinet, de Bernard Ponce, secrétaire général du RPR, et membre du comité central de ce parti,
Également, Jean-Yves Le Gallou, secrétaire général, appartient au Conseil national du Parti républicain. Ce fameux Jean-Yves Le Gallou qui se retrouvait bien plus tard au Front national et qui lui-même a craché dans la soupe. Vous voyez, comment voulez-vous avoir des leaders quand on sait qu'ils ont, je dirais, fait carrière dans ce qu'aujourd'hui ils condamnent? C'est un gros problème. Alors, ça, je ne vais pas m'orienter dans ce domaine, mais je pense que au niveau de la réflexion, c'est assez important. Alors nous en arrivons effectivement à Henri de Lesquen, à Michel Leroy et les vice-présidents n'adhèrent officiellement, d'une façon, je dirais, façadaire, à aucun parti. Alors, seule une minorité de clubs tels que les comités d'action républicains de Bruno Maigret tentent de s'affranchir des tutelles partisanes et de constituer une force politique autonome. Chaque club a son style propre, et si l'on s'en tient à deux organisations qui ont sans doute marqué le plus nettement le discours libéral des années 80, Club 89 et Club de l'Horloge, et les différences aujourd'hui sont absolument nettes. Alors, le Club de l'Horloge ne veut plus prendre les responsabilités qui étaient les siennes. Bon, ça c'est l'amnésie, j'ai l'impression que c'est une maladie mentale qui touche énormément d'hommes politiques qui aujourd'hui voudraient faire table rase. Alors, revenons. Prenons ces fameux deux clubs. Donc, le premier vise à recruter un maximum d'adhérents à Paris comme en province et a pour objectif de faire naître un projet politique d'ensemble et qui soit moins un instrument de conquête du pouvoir qu'un moyen de l'exercer dans la durée, soyons honnêtes. Alors, les ouvrages que diffuse par exemple le Club 89 déclinent les différentes facettes de la politique que le RPR et l'UDF pourraient mener une fois revenus au pouvoir. Ils nourrissent bien entendu directement le programme du RPR ainsi que la plateforme commune de 86. Souvenez-vous, élaborée en collaboration avec les clubs de perspective et de réalité. Bon. Bien entendu, tout cela est articulé à travers de colloques, réunions publiques, de publications. Il s'agit par exemple, en l'espèce qu'Alain Juppé, de vendre ses notions de liberté et de responsabilité à nos concitoyens pour bien leur prouver qu'elles ne sont pas porteuses d'égoïsme, de repli sur soi, de dureté dans la vie sociale, mais au contraire d'épanouissement de l'individu. Tralala, tralala. Alors, sans être un mouvement de masse, le Club 89 connaît, je dirais, seulement 47 personnes étaient présentes lors de l'Assemblée générale constitutive en septembre 80. On en compte près de 500, selon les statistiques du moment, et à celle d'octobre de la même année, 8 mois plus tard, je dirais, on fête l'adhésion du millième membre, et son influence sur le discours de la droite se lit, je dirais, à travers la reprise de certaines expressions, et dont l'opposition entre État gérant, État garant, par exemple. Alors, nous sommes effectivement dans la notion où nous arrivons dans ce que j'appelle la conception des slogans, qui vont petit à petit détrôner l'idée. Alors, nettement plus élitiste, le Club de l'Horloge souhaite élaborer une nouvelle façon de faire de la politique. L'enjeu n'est ni d'attaquer de manière frontale les socialistes pour ce qu'il en reste, ni de rechercher un compromis, mais de travailler progressivement au remplacement de la division gauche-droite par une opposition entre marxistes et républicains nationaux libéraux. Donc on y arrive. Tandis que le Club 89 s'essaie à renouveler le programme de la droite et à définir les mesures qu'elle pourrait prendre une fois revenue au pouvoir. Le Club de l'Horloge s'inspire d'une stratégie supposément gramscienne, comme je l'ai prétendu tout à l'heure. Donc vous voyez, on emprunte à un très grand marxiste italien des théories politiques, puisque normalement le marxisme est mauvais dans tous ses états, donc on n'hésite pas, visant bien entendu à conquérir l'hégémonie en modifiant les structures du champ de force idéologique. La rhétorique du club, je dirais de l'horloge, fonctionne toujours selon le même principe. La devise républicaine, liberté, égalité, supermarché, pardon, liberté, égalité, fraternité, qui est invoquée, et à partir de chacune de ces valeurs constitutives, on tente de montrer le fossé qui la sépare des idées et de la pratique, je dirais, socialiste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la force du club
et qu'au-delà de la production doctrinale, il permet aussi à toutes les sensibilités de droite de s'exprimer et de dialoguer. Les nouveaux économistes et leur soutien ne se privent d'ailleurs pas d'intervenir. Souvenez-vous, autant t'emporte l'Europe de Martinez comme les Français d'abord de, de Jean-Marie Le Pen, il y avait un petit album à l'intérieur où Jean-Marie Le Pen se faisait fort et de s'enorgueillir d'être pro-réganien, pro-Pinochet, et en même temps, il paradait en cow-boy. Donc, vous voyez que les choses ont tout à fait changé. C'est assez étonnant de voir tous ces responsables politiques d'avoir adhéré à une idéologie qui aujourd'hui s'avère extrêmement dangereuse et en ayant de l'amnésie et là, je dirais, euh, ayant choisi qu'elle soit leur ennemi, alors qu'ils ont tout mis dans leur champ d'activité pour la mettre en place. Alors que les stratégies et les discours divergent, ne doit pas masquer la grande complémentarité entre les clubs, hein, ça c'est un fait. Vous savez, c'est un peu comme les appels d'offres. Des grands groupes achètent une multitude de petites sociétés, leur laissent leur nom et ensuite les mettent directement en concurrence pour donner l'illusion qu'il y a ce que j'appelle une diversité et je dirais, une loi du respect du non-monopole. Et en définitive, on sait qu'une multitude de petites sociétés qui sont présentes appartiennent le plus souvent à un groupe ou un second groupe. Donc vous voyez, c'est un trompe-l'œil, mais c'est un moyen aujourd'hui également de pouvoir diviser. C'est en cela que le Code de l'horloge a su utiliser des idées subversives gramsciennes. Bon, alors les multi-apparences et ce que j'appelle les magnifications communes sont nombreuses. Est-ce que les profils sociaux relativement similaires, les clubs men facilitent, je dirais, les clubs recrutent, principalement des individus fortement diplômés, issus du privé, où ils s'occupent des positions dirigeantes. Quant aux animateurs de ces structures, il s'agit bien souvent d'anciens élèves de Sciences Po et de l'ENA. La collaboration entre clubs et partis se traduit par, je dirais, une homogénéisation des discours tenus par les différentes formations politiques en leur sein. À l'intérieur, on peut considérer que les nuances s'estompent ainsi entre les composantes aussi bien de l'URPR et du DF. Bon. Alors une fois la droite revenue au pouvoir, il faudra dénationaliser, déréglementer, désétatiser. Et le libéralisme défendu par la droite française est très largement réactionnel, popularisé par de très grands essais et pamphlets. Il se définit avant tout dans l'opposition au socialisme de la période de 81 à 82. Il emprunte dès lors toutes les sources possibles, quelles que puissent être, je dirais, les contradictions doctrinales et même les sensibilités apportées par chacun. Anticipation rationnelle, main invisible, responsabilité des agents économiques, se combinent de multiples façons pour faire du marché, je dirais, l'instant ou l'organisation ou l'appareil ou l'instance la plus efficace de la régulation de la société. Le discours libéral de la droite ne puise pas aux sources françaises du néolibéralisme. Il s'inspire très largement de son rameau américain. Et c'est une des raisons pourquoi, quand on emprunte une idée de l'étranger, au bout d'un moment, on appelle de ses voeux cette sous-jacence à l'étranger. En copiant le modèle américain, on devient des sous-américains. C'est des choses qu'il faut bien comprendre. En refusant notre propre modèle, nous avons tendance à nous mettre sous, je dirais, sous la digne du potentat américain. Bon, entre nous, rien de surprenant du côté de l'UDF, Pascal Saline et Georges Messmin, l'animateur du Graal, appartenaient tous deux à la commission économique du parti giscardien qui, au début des années 80, le Graal a accueilli principalement des leaders de l'UDF et plusieurs nouveaux économistes comme Jacques Garello, Henri Lepage, qui comptent parmi, je dirais, les proches d'Alain Madelin et familieux, je dirais, milieu familier plutôt de la LEPS. Alors, revenons au RPR. Et pourtant, je dirais qu'il n'est pas le seul produit de l'extension du secteur public.
il en est aussi, je dirais, en partie la cause. Son intérêt est de maximiser la taille de ses budgets et finalement pratiquer ce qu'on appelle l'anticipation rationnelle qui rend inefficaces les politiques conjoncturelles. La confiance ne se décrète pas, énonce le programme du parti, mais se mérite. Elle ne renaîtra que dans le pays que le jour où nos concitoyens auront la certitude, je dirais, d'avoir à leur tête une équipe de gestionnaires. Souvenez-vous, dans mon précédent audio, j'ai bien mentionné que nous mourrons d'un excès de gestionnaires et nous mourrons d'un manque cruel de leaders. Voilà. Effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une des conséquences de toutes ces tentatives de démagogie qui, pendant des années, visaient à nous vendre du tout gestionnaire, du tout économique, et qui finalement, au fond, toutes ces tentatives ont été faites au prix de douloureux sacrifices, d'un déséquilibre, au nom d'un équilibre rigoureux de tous les comptes publics, et il n'y a guère finalement au fond de monétarisme qui soit contesté, parce qu'au lieu d'agir directement sur les facteurs structurels de l'inflation, écrit par exemple à la JP, les politiques monétaires trop restrictives provoquent inévitablement, je dirais, une récession. Alors bref, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cela? Si le discours de la droite est libéral sur le plan économique, il ne l'est presque jamais dans le domaine moral. Qu'à certains, je dirais, de certains libertariens mis à part. Encore, je mets un bémol parce que la pensée libertarienne, qui provient des États-Unis, est encore un autre domaine, dans un encadrement tout à fait différent. Vous voyez, quand on emprunte des idées à l'étranger, il faut bien en comprendre aussi leur réalité et dans quel milieu elles ont, je dirais, elles ont pu éclore. Mais ça, c'est encore un autre problème. N'oublions pas que dans leur discours, pour revenir encore à cette fameuse droite libérale, la défense de la famille traditionnelle, dénonciation de l'insécurité, lutte contre l'immigration, restent même des thèmes récurrents, mais très peu, je dirais, appliqués et réalistes. Alors, cela a eu pour conséquence, effectivement, de monter au créneau, puisque cette droite d'argent, cette droite financière n'a pas eu, je dirais, le cran de mettre en place certains programmes, et bien finalement cela nous amène au Front National. Et Kouskar l'avait dit, hein, après mai 68, Le Pen sous les pavés. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui effectivement en cas d'espèce, alors nous avons beaucoup évolué, puisqu'on s'est aperçu que le Front National n'était qu'un parti, qu'un think tank là présent pour maintenir le mécontentement. Alors la reconstruction de la droite autour du libéralisme économique a également pour corollaire le déclin de la tradition qui contrebalançait le libéralisme, le gaullisme, le nationalisme gaullien, et peut-être encore bien inspiré des prises de position en matière de politique étrangère, mais les volontés réformatrices réelles ou présupposées ou supposées du gaullisme social ne survivent qu'à l'état résiduel et le plus souvent en marge de la force politique se réclamant du gaullisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que De Gaulle a été définitivement assassiné par Sarkozy. Bon, alors revenons au milieu des années 80. Le mode libéral atteint son paroxysme, la conjoncture nationale s'y prête, l'année 84 est marquée par la formation du gouvernement Fabius, le départ du Parti communiste de la majorité ou encore, je dirais, la querelle dite de l'école libre. À droite, la mue idéologique paraît accomplie, libre et responsable du RPR, Réflexion pour demain, je vous renvoie à ce livre de Raymond Barre qui est intéressant, également La liberté de refaire, ou également La solution libérale de Guy Sorman, sont, je dirais, autant de plaidoyers en faveur d'un libéralisme qui paraissent à cette année-là une grande fête libérale et même organisée à Paris. Rappelez-vous, à l'initiative de nouveaux économistes, la Société du Mont Pèlerin, on y arrive, cette fameuse société, cette association appartenant à l'école de Chicago, dont figurent des grands esthètes tels que Milton Friedman, et en mars un meeting régional financé entre autres par les grandes entreprises comme Michelin. Donc finalement au fond,
cette vitesse qui a été de façon crescendo, puisqu'on arrivait petit à petit à une certaine forme de mondialisation, puisque cela n'était pas en reste, puisqu'il s'agit, je dirais, de faire intervenir également Nina Ricci ou Yves Rocher. Donc les réunions connaissent des influences records, et aux côtés des membres de la Société des patrons, François Sérac, Michel Drancourt, des hommes politiques comme Yvan Blot, Alain Juppé, tout ce petit monde qui aujourd'hui maintenant fait sécession et critique ce pourquoi nous en sommes arrivés là. N'oublions pas que nous avions à l'époque des intellectuels très anticommunistes, des essayistes comme Alain Besançon, Guy Sorman, qui viennent écouter Friedrich von Hayek comme étant le nouveau prophète permettant de sauver la France. Proclamer bien entendu que le libéralisme classique est devenu la nouvelle pensée. Tout ça incarné bien entendu sous le charme un peu hidalgo et viril d'un Jacques Chirac, qui remet au patriarche libéral la grande médaille de vermeil de la ville de Paris en 1976. Alors le président du parti gaulliste déclarait à l'occasion d'un meeting que la justice sociale est sans doute, je dirais, une exigence les plus profondes de notre tempérament national. Et en 1984, il félicite Friedrich von Hayek pour avoir montré que rien n'était plus arbitraire que cette notion. Vous voyez, la traîtrise a toujours été endémique, c'est pas de maintenant. Alors, là où il faut s'interroger finalement, au fond, sur tout ce que je suis en train de développer, Dieu sait que je pourrais rester des heures là-dessus. Finalement, au fond, quand on regarde la politique de Macron, ça n'a pas vraiment changé. Nous sommes toujours dans ce que j'appelle les mêmes principes, les mêmes règles. Alors elles prennent des natures différentes en fonction de l'évolution du monde, mais finalement au fond, c'est pour ça que je vous invite toujours, alors je sais que je ne suis pas objectif, mais je vous invite à lire Michel Clouscar, hein, tous ses ouvrages, sans exception, car ce fut à mon sens la personne qui a bien compris en matière de philosophie, de réussir à décortiquer tous les mécanismes de ce qui nous est arrivé dans notre pays depuis le départ et le décès du général de Gaulle. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à la prochaine chronique.